Le darwinisme met trop en avant la compétition. Et Darwin lui-même en a convenu, puisque dans une lettre à un ami, Moritz Wagner, il dit qu'il avait négligé l'entraide. Les économistes ont vu le parti qu'ils pouvaient tirer du darwinisme, puisque Marx et Engels avaient demandé à Darwin de faire la préface du tome 1 du Capital. Et donc, on est passé du darwinisme, qui est une théorie naturaliste, au darwinisme social. Et le darwinisme social justifie le fait que les plus forts au sommet de la pyramide sociale sont les mieux adaptés à l'environnement. On s'aperçoit que l'homme est en compétition avec le transhumanisme. Les transhumanistes essayent de faire arriver sur Terre, c'est une bifurcation où le futur n'est plus en harmonie avec le passé de la Terre. Presque le passé de la Terre devient obsolète par rapport à leur projet, comme si ils avaient un projet de devenir des demi-urges, comme on disait en grec, en Grèce antique, c'est-à-dire de devenir des dieux. Bonjour Philippe Bobola. Bonjour Ine. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'inviter. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter? Oui, alors j'ai une formation pluridisciplinaire. J'ai d'abord été physicien, j'ai fait un doctorat en physique, puis par la suite j'ai voulu explorer la biologie, je suis devenu biologiste, puis anthropologue et enfin psychanalyste. Donc la curiosité est parfois un défaut qui nous amène à multiplier les approches. Donc vous êtes physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Ouais, j'ai vu que vous avez dit dans une interview, la crise a été nécessaire pour faire du nettoyage, puisque l'humanité avait besoin d'une purification pour repartir vers une nouvelle civilisation. Est-ce que nous sommes dans cette crise de nettoyage? On est dans une crise de nettoyage puisque on nous propose la civilisation 4.0, qui est plus qu'une nouvelle révolution industrielle. On estime qu'il y a eu 3 révolutions industrielles qui précèdent la révolution industrielle 4.0. Il y a eu la révolution de la thermodynamique. La thermodynamique, c'est la science de la chaleur. Donc, la chaleur, c'est une forme d'énergie. Et on peut la transformer en énergie mécanique. Puis après, en 1900, il y a eu l'énergie électrique, qui a été une véritable révolution. C'est la lumière qui arrive dans les foyers, qui va entraîner par la suite, dans son déploiement, la télécommunication. Puis après, il y a eu la révolution de l'informatique et de l'information. À partir de 90, c'est Internet. Et maintenant, on serait dans une nouvelle révolution industrielle, qui est la révolution 4.0, qui est surtout axée sur le transhumanisme, la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Mais c'est plus qu'une nouvelle révolution industrielle, c'est une bifurcation, puisque finalement, on remet en cause les pouvoirs de l'homme, puisqu'on considère que l'homme est faible, il faut l'augmenter. Donc, on peut l'augmenter à l'aide de puces pour avoir un cerveau plus dopé ou avec les exosquelettes. Donc, je pense que ce que nous vivons, c'est une sorte de psychanalyse sociétale où on est dans un rituel de passage. Alors ça, c'est plutôt le volet anthropologique. Le terme rite de passage est un mot qui a été forgé et popularisé par l'anthropologue français Arnaud van Gennep pour désigner le rituel qui prépare ou accompagne le passage d'une personne d'un statut à un autre ou d'un état à un autre. Alors, il distingue 3 étapes dans le rituel de passage. Une première étape qui est le détachement du milieu environnant ou l'abandon de l'ancienne vie. C'est ce qu'on vit d'une certaine façon actuellement. Puis, il y a une période de transition qu'il appelle marge ou l'hymen. Et enfin, il y a à nouveau une agrégation à la société. Mais évidemment, l'individu qui est passé par ces différentes étapes ne sera plus comme il était au départ. Donc, si vous voulez aller du monde profane vers le monde sacré, il y a une étape où vous avez un pied dans le monde profane et un pied dans le monde sacré. Puis, à nouveau, dans la 3e étape, vous avez les 2 pieds dans le monde sacré. Alors qu'au départ, vous aviez les 2 pieds dans le monde profane. Mais à un moment donné, il faut bien vous détacher du monde profane pour aller dans le monde sacré. Et donc, il vous faut laisser un pied dans le monde profane et un pied dans le monde sacré. Il y a une période de transition pour que le 2e pied passe du monde profane au monde sacré. Et donc, il y a bien
un positionnement à prendre, et c'est en ce sens qu'on voit que c'est un rituel de passage. D'une certaine façon, quand on regarde ce qui nous est proposé, c'est deux options pour le futur. Soit on a le grand reset, et donc il suffit de regarder le Forum économique mondial, un monde basé sur un contrôle technico-sanitaire, les technologies d'implant, l'identification numérique, etc. Ou le grand réveil, où à ce moment-là, peut-être qu'on va utiliser les technologies différemment et reconstruire un monde qui sera plus basé sur un hyper-contrôle, mais plutôt une confiance les uns envers les autres, une intelligence collective. Donc les gens qui se font vacciner, c'est comme s'ils avaient un rituel de passage vers le grand reset, et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est comme si c'était leur rituel de passage vers le grand réveil. Je crois que dans un monde où on perd notre humaine nature, c'est le grand reset, on s'aperçoit que l'homme est en compétition avec le transhumanisme, et on part d'un postulat, c'est que l'homme doit être amélioré, comme si l'évolution n'avait pas fait son travail, et dans l'autre destinée, on a plutôt un retour aux valeurs humaines. Moi, je préfère le grand réveil au grand reset, personnellement. Bah, justement, vous parlez de, comment dire, technologie. Je me souviens, vous avez dit une phrase, je vais le trouver. En fait, vous avez dit l'humain est en compétition avec la technologie et c'est du darwinisme. Oui. Alors, on va rappeler le darwinisme. Donc, Charles Darwin, en 1859, après une mûre réflexion qui s'est étalée entre 1835 et 1859, va écrire un ouvrage qui va résumer sa pensée. Alors, à l'époque, la génétique n'existait pas, mais voilà les points essentiels. Le premier point, c'est que les espèces animales et végétales sont soumises à une évolution, ce qui signifie qu'elles se transforment au fil du temps. Deuxième point, il y a un ancêtre commun aux différentes espèces, et pour l'homme, il y a un ancêtre commun qu'on essaye de trouver, c'est les singes anthropoïdes. Alors ça peut être le gibbon, le gorille, le chimpanzé, l'orang-outan. Troisième point, c'est que l'évolution se fait lentement, c'est ce qu'on appelle un continuisme, ou quelque chose qui se fait de façon pédestre, le gradualisme. Quatrième point, c'est la sélection naturelle. Alors, quand vous avez deux espèces A et B face à un environnement qui change, l'espèce la plus adaptée finit par surpasser l'espèce la moins adaptée. Donc, si l'espèce A est adaptée, au fil du temps, elle va surpasser l'espèce B. Actuellement, c'est la rapidité qui est le paramètre le plus important. Alors, comme le monde va de plus en plus vite et que l'homme a des contraintes physiologiques, on s'aperçoit que si on continue à avoir un développement technologique, l'homme va devoir être augmenté. Alors un chiffre, l'influx nerveux qui nous permet de penser, agir, se déplacer, réfléchir, aimer, détester, c'est une vitesse de l'ordre de 100 mètres par seconde. Alors qu'avec les prochaines technologies, on aura des technologies basées sur des informations quantiques, les fameux ordinateurs quantiques. On peut très bien envisager qu'on aura une vitesse qui sera de l'ordre de 30 000, 40 000, où on s'approchera de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km à la seconde. À ce moment-là, vous voyez, vous avez un rapport 3 millions entre la vitesse de la lumière et l'influx nerveux de l'homme. Alors, on en est loin, mais on sent bien qu'on va dans cette direction. Donc, sans aller jusqu'à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, on sent bien que l'infosphère, c'est la sphère de l'information, véhicule des informations de plus en plus rapidement. Tout le monde se rend compte qu'il est difficile de suivre la rapidité et la masse d'informations qui circulent dans l'infosphère. Et donc, l'homme a besoin d'être augmenté. Vous voyez, c'est un thème qu'on retrouve dans la science-fiction. Si on prend deux auteurs qui ont exploré la robotique et puis la modification de l'être humain, vous avez le romancier de science-fiction qui était aussi biochimiste de formation, Isaac Asimov, qui a développé un courant qu'on appelle la hard science-fiction, c'est-à-dire on part de la science de l'époque et on essaye de voir les méfaits que cette science qui pourrait s'emballer occasionnerait sur les citoyens du futur. Et lui pensait qu'on pouvait rendre les robots intelligents. Et puis à l'opposé, vous avez un auteur de science-fiction américain qui s'appelle Philip K. Dick, qui lui considère que les hommes vont être abaissés au niveau du robot. Donc c'est deux visions différentes. Il y en a une qui transcende le robot au rang d'humain et l'autre qui ramène l'humain au rang de robot. Donc
C'est pas du tout la même chose. Alors, la question qu'il faut se poser, avons-nous besoin de cette rapidité? Est-ce que l'environnement n'est pas en train de faire une pression darwinienne sur l'être humain au point de le rendre obsolète parce qu'il n'est pas assez rapide? Donc, si on prend le paramètre temps comme le paramètre essentiel de notre civilisation, oui, il y a un risque que l'homme doive s'adapter à l'environnement. Et comme le schéma darwinien, entre un homme augmenté et un homme non augmenté, on risque d'avoir une sélection naturelle au profit de l'homme augmenté qui sera plus en phase avec la technologie. Mais le prix à payer, c'est qu'on va perdre notre humaine nature. Donc la peur principale, comme on dit, princeps de l'être humain, c'est la peur de mourir. Donc on nous promet l'immortalité, on nous promet d'avoir une augmentation cognitive, plus d'intelligence, d'abstraction, d'empathie, de pouvoir contrôler notre environnement par la pensée. Donc voilà, c'est un petit peu les promesses qu'on nous fait. Mais le prix à payer, c'est un mythe de fausse, c'est de perdre notre humaine nature. On sera de plus en plus des cyborgs. Oui, il y aura un mélange entre les technologies qui permettent la mise en place du transhumanisme et puis la biologie humaine. C'est-à-dire la modernité nous met en danger. Ben oui, la modernité nous met en danger parce que le biologiste Jean Rostand disait la science a fait de nous des dieux avant que nous fussions devenus des dieux. Il voulait dire par là, c'est que quand on donne à un individu tel que l'homme une toute-puissance par la science et la technologie, eh bien, il y a un risque que la sagesse n'accompagne pas cette toute-puissance. Donc peut-être que le savoir, on trouve ça dans les mythes, hein, suppose que l'homme mature avant qu'on lui donne la puissance. Vous voyez, c'est tout le problème des rituels initiatiques où on considère qu'un homme doit travailler son caractère avant de recevoir la connaissance initiatique. Et donc, sinon, on est un éveillé. Un éveillé, c'est quelqu'un qui connaît plus d'informations que les autres, mais pour être un initié, il faut travailler son caractère et recevoir ensuite, caractère travaillé, le rapport à l'autre, au pouvoir, à la domination, pour qu'on puisse recevoir une information et qui ne soit pas déviée du fait que la personne n'ait pas travaillé son caractère. Alors, c'est une longue réflexion, effectivement, qu'on peut mener sur le tandem science et technologie. Pendant de nombreuses années, on va dire que, en majorité, la science débouchait sur la technologie. Il y avait la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Mais maintenant, on a l'impression que c'est la technologie qui dicte à la science sa conduite. Martin Heidegger a essayé de comprendre ce qui caractérisait la philosophie technologique, c'est ce qu'il appelle le Gestell, c'est-à-dire aucune limite. Et on voit bien qu'on est en train de reculer les limites. On envisage de mélanger du matériel animal avec du matériel végétal ou du matériel humain avec du matériel animal. On essaye de modifier l'évolution en considérant avec un postulat que l'homme n'est pas assez adapté à l'évolution que l'homme doit subir. Mais qui dirige l'évolution? Vous voyez, au moins, c'est ce qu'avait constaté Darwin. Il avait constaté que quand les espèces ont un système nerveux très simple, ils ne peuvent pas penser pour résoudre les problèmes qui se posent dans leur évolutivité. Et on a l'impression que la nature a pensé pour l'espèce, entre guillemets. Il y a une espèce de méta-contrôle où on pourrait dire une sorte de direction subtile qui amène les espèces à trouver le meilleur chemin. Là, on a l'impression que c'est un groupe d'hommes qui proposent leur vision de l'avenir comme s'ils voulaient se substituer à Dieu ou à l'évolution. Alors, on dira Dieu si on est plutôt spirituel ou, voilà, ou déiste. On dira que c'est un principe créateur qui mène l'évolution. Les théologiens savaient, entre l'infini divin et le fini de l'homme, l'homme, il a une finitude au niveau de sa pensée, il est limité. Donc, on ne peut pas savoir les conséquences que ces modifications peuvent entraîner dans l'avenir. Et en tant que biologiste, est-ce que vous pensez l'homme descend du singe? Ah, c'est l'éternel du chaînon manquant. Ce qu'on constate, il faut comprendre une chose, c'est que certains remettent en cause le darwinisme, tous les mois sur ces points. Par exemple, vous avez un biologiste qui s'appelle Stéphane Jay Gould,
qui a découvert ce qu'il appelle la théorie des équilibres ponctués, c'est-à-dire qu'on a trouvé en Colombie-Britannique il y a 500 millions d'années, dans des schistes, des organismes qui ont disparu, mais qui sont apparus très rapidement. Ce qui est contraire à la vision darwinienne où les choses se font progressivement, c'est le gradualisme. Là, on a plutôt quelque chose qu'on qualifie d'explosion saltatoire, c'est le saltationnisme, c'est-à-dire à un moment donné, il y a un saut, comme il y a des extinctions massives. La dernière qu'on ait eue, c'est celle qui a eu lieu il y a 66 millions d'années. 50% des espèces ont disparu. Donc, il y a encore toute une polémique pour savoir si c'est une météorite qui serait à l'origine de ça ou le volcanisme. Mais en tous les cas, il y a 66 millions d'années, c'est le début de la fin des dinosaures. On a découvert des animaux absolument stupéfiants comme l'Opabinia qui a une trompe et 5 yeux, l'Anomalucaris qui est une sorte d'animal avec une mâchoire circulaire et qui faisait 9 mètres, et puis un animal tellement hallucinant qu'on l'appelait Hallucigeria. Il correspond à rien de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et donc à partir de là, on avait une espèce d'empreinte du passé qui permettait de voir si des espèces sélectionnées allaient par la suite faire école ou au contraire s'éteindre. C'est ce qu'on a vu. Donc deux régimes, un régime accéléré, un régime lent. Et ces espèces ont disparu par la suite, alors que généralement dans le darwinisme, on dit que l'évolution fait des essais, elle sélectionne des espèces et puis ensuite elle va leur permettre de se déployer, évoluer. Là, on a l'impression qu'il y a eu une parenthèse, on a exploré dans tous les possibles, puis après ça s'est éteint. C'est ce que disait le biologiste Rémi Chauvin. Le darwinisme, c'est une tautologie. Il y a une espèce qui est mieux adaptée à l'environnement, elle se reproduit mieux, mais pourquoi elle est mieux adaptée à l'environnement? C'est parce qu'elle se reproduit mieux. Vous voyez, on se mord la queue, quoi. Et puis plein d'autres anomalies qui ont été rencontrées dans l'évolution. On a l'impression que l'évolution a guidé. Vous voyez, par exemple, peut-être l'histoire la plus fascinante, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est le rapport entre la passiflore et l'Heliconius. Alors la passiflore, on la trouve dans la forêt amazonienne, c'est une superbe plante. Et puis l'Heliconius, c'est un papillon. Et évidemment, le papillon Heliconius pond ses œufs dans la passiflore, et la passiflore se défend en émettant des poisons qu'on appelle cyanogénétiques, du cyanure, qui vont empoisonner les larves. Donc à la première génération, les larves pondues vont mourir, mais à la deuxième génération, les larves s'adaptent et deviennent des papillons empoisonnés. Et ça devient un atout parce que d'autres papillons qui n'ont pas été soumis à ce poison finissent par imiter l'Heliconius parce que, évidemment, ça indique aux prédateurs que s'ils mangent un papillon qui a l'allure, les ailes du papillon Heliconius, on risque d'être empoisonné. Et donc, c'est du mimétisme. Alors, à ce moment-là, que fait la passiflore? Elle va multiplier ses formes parce que le papillon, il est désorienté. Et la réponse de l'Heliconius, c'est d'avoir un des cerveaux les plus développés au niveau des papillons, puisque l'Heliconius est capable de faire la différence entre un carré, un rectangle, un cercle, un cône. Donc, il a fini par s'adapter. Et donc, on appelle ça le mimétisme bathésien. Et vous voyez, il y a une coévolution. Et on a l'impression que l'évolution a fait en sorte de ne pas défavoriser ni l'Heliconius ni la passiflore pour que effectivement il y ait cette coévolution. Et on pourrait multiplier, par exemple, les orchidées piègent le gorite, qui est une guêpe solitaire, parce qu'elles n'ont pas de nectar. Elles vont limiter la femelle de façon à ce que le gorite, qui naît un mois avant la femelle, puisse venir féconder ce qu'il croit être une femelle, et finalement, il va essaimer le pollen et permettre aux orchidées de pouvoir évoluer. Donc, c'est impossible que ça soit fait au hasard, vous voyez. Donc, plein de scientifiques ont mis en avant des incohérences qui fait qu'on doit reconsidérer le darwinisme. Ça ne veut pas dire qu'il est entièrement faux, mais il y a plein d'éléments qui font que les points forts de Darwin sont facilement remis en cause, et notamment au niveau des micro-organismes. Vous voyez, les micro-organismes, par exemple, quand on regarde, nous avons à peu près 8% dans notre ADN de rétrovirus, de génome de virus. Donc, le darwinisme met trop en avant la compétition.
Et Darwin lui-même en a convenu, puisque dans une lettre à un ami, Moritz Wagner, il dit qu'il avait négligé l'entraide. Donc à l'époque où il a sorti en 1859 de l'origine des espèces, la sélection naturelle, il y a eu des réponses, et notamment il y avait un anarchiste qui était aussi naturaliste, Kropotkin, qui a montré que s'il y avait eu que la compétition, on ne serait pas là pour faire cette émission. Il a fallu qu'il y ait de l'entraide. Et dans le monde des animaux, la compétition, elle est très rare. Elle est utilisée que dans des moments bien précis. C'est l'entraide qui fait que les espèces ont pu s'adapter à l'environnement. Et assez rapidement, vous voyez, les économistes ont vu le parti qu'ils pouvaient tirer du darwinisme, puisque Marx et Engels avaient demandé à Darwin de faire la préface du tome 1 du Capital. Et donc, on est passé du darwinisme, qui est une théorie naturaliste, au darwinisme social. Et le darwinisme social justifie le fait que les plus forts au sommet de la pyramide sociale sont les mieux adaptés à l'environnement. L'environnement ici, ce n'est pas une forêt, c'est tout simplement l'espace dans lequel les hommes vivent, c'est-à-dire la ville, la société, l'économie. Donc, vous voyez, les points forts, bah, on peut les voir. L'évolution, est-ce que c'est une évolution? Non, on a des espèces qui se sont adaptées, puis quels critères donner à l'évolution? Si c'est l'intelligence, bah, on voit bien les conséquences que l'homme a entraînées sur l'environnement. Il a dégradé l'environnement, alors que l'abeille ne l'a pas dégradé. Donc, si on considère le respect de l'environnement, je ne suis pas sûr que l'homme soit au sommet de la pyramide. L'intelligence abstraite est une voie. D'ailleurs, un philosophe du darwinisme, Patrick Thorpe, a réfléchi en disant que c'est presque surprenant que l'homme ait été sélectionné sur l'intelligence, parce qu'il met en péril l'ensemble des espèces. Et généralement, la nature fait qu'une espèce prédatrice qui mettrait en péril les autres est éliminée. Or, l'homme n'a pas été éliminé. Donc, soit l'homme a été créé, par qui, on ne sait pas, des extraterrestres, soit effectivement l'intelligence abstraite a été une voie possible parmi les voies, et peut-être qu'elle disparaîtra si l'intelligence n'est pas en mesure de s'adapter avec intelligence à la nature, puisqu'on émane de la nature, et cette même nature, on l'a détruite. Alors, autre point qui est discutable, c'est les plus adaptés sont-ils forcément au sommet de la pyramide? Adaptés à quoi? Vous voyez, la sélection, est-ce qu'elle va toujours dans le sens du progrès? Je ne suis pas sûr. Les évolutions sélectives sont-elles toujours en mesure de permettre aux espèces sélectionnées d'avoir plus de survie? Bah, regardez l'intelligence, est-ce que c'est un atout pour l'homme de pouvoir utiliser cette intelligence, puisque ça met en péril sa survie? On comprend que le darwinisme a été un modèle de société hein, pour justifier la hiérarchie sociale, et c'est pour ça que le darwinisme a intéressé les économistes ou des gens qui voulaient justifier l'ordre social. Puisque effectivement, si on admet la transmission acquise des caractères, bah, l'intelligence n'est pas forcément quelque chose d'héréditaire. Alors, une petite anecdote, dans les années 60, un psychologue anglais, Cyril Burt, avait fait des études sur les jumeaux vrais et il voulait prouver que l'intelligence était héréditaire. En fin de compte, il a truqué ses résultats. Le scandale a éclaté après sa mort en 71. Il avait même inventé deux femmes, deux collaboratrices qui n'existaient pas. Et on s'est rendu compte que ça a eu des conséquences puisqu'on voulait prouver que les milieux les plus défavorisés avaient une faible intelligence par rapport aux milieux favorisés. En fait, si ce qu'on a appris à l'école sur le darwinisme, on peut le remettre en cause, c'est-à-dire l'homme ne descend pas du singe et la vie n'est pas un hasard, c'est-à-dire ça peut conduire les gens à croire le créateur. Oui, vous avez raison. Alors, effectivement, il y a un chaînon manquant que le darwinisme n'a jamais réussi à expliquer. Hein. C'est comment on est passé du singe à l'homme. Et voilà. Alors, effectivement, on a utilisé également le darwinisme pour discréditer les sociétés dites primitives. Vous voyez, les premiers anthropologues, surtout anglais, Lewis Morgan, Tyler Burnett ou James Fraser, ont considéré que
les sociétés traditionnelles avaient un esprit enfantin, alors que les sociétés modernes avaient un esprit rationnel. Aucune capacité d'innovation dans les sociétés traditionnelles, alors qu'il y a une capacité technologique dans les sociétés modernes. Elles ont un mode d'organisation qu'on qualifiait à l'époque de communisme primitif, alors que nous, on a une démocratie parlementaire. L'anarchie, la tyrannie, c'est le mode de société principal, hein. Alors que nous, on a justement ce mode que je viens de décrire, de démocratie parlementaire. Pas de propriété privée chez les sociétés traditionnelles, alors que nous avons les propriétés privées, privatisation de la propriété. C'est pareil, pas de une sorte de communisme sexuel et de proximité, alors que nous avons la monogamie, et puis pas de religion. Et généralement, leur spiritualité est amorale, alors que nous avons les religions monothéistes. Vous voyez, et à partir de là, on a considéré que ces sociétés étaient le rebut de l'évolution de l'humanité et qu'il fallait les amener dans la modernité. Lewis Morgan a été jusqu'à découper des tranches, vous voyez, dans le processus évolutif de société. Alors, il considère qu'il y a eu comment on pourrait dire, une étape qu'on pourrait appeler l'étape moyenne de l'état sauvage, ou l'époque moyenne de l'état sauvage. Alors, comme les géologues, vous savez, il y a des étapes qui sont inférieures, supérieures, moyennes. Donc, il envisage deux étapes, l'étape dite sauvage et l'étape dite barbare. Donc, l'étape inférieure de l'état sauvage, c'est le début de l'humanité, pas de langage articulé. Et puis les hommes vivent de chasse et de cueillette. Dans l'étape moyenne de l'état sauvage, à ce moment-là, va arriver le feu et la pêche qui va permettre à certaines sociétés, la Polynésie, les aborigènes australiens, de pouvoir migrer et conquérir d'autres territoires. Puis après, il y a l'état supérieur de l'état sauvage, où à ce moment-là, on invente les flèches et les arcs, c'est surtout en Amérique du Nord, les Indiens des plaines. Puis après, on passe à l'étape inférieure de l'état barbare, c'est l'invention de la poterie, c'est la poterie qui va distinguer l'état sauvage de l'état barbare. Puis après, on a l'étape moyenne de l'état barbare, c'est la période où on commence à domestiquer les animaux, inventer l'agriculture, avoir les premières architectures de pierre. Puis l'étape supérieure de l'état sauvage, c'est on commence à travailler le fer. Et puis dans l'étape moderne, on a le langage articulé et l'écriture qui apparaissent, et puis la science qui accompagne. Donc voilà, on a utilisé le darwinisme à toutes les sauces, soit pour justifier que nos sociétés modernes étaient supérieures aux sociétés dites, à l'époque on parlait de sociétés primitives, puis par la suite on a parlé de sociétés premières, racines, maintenant on parle de sociétés natives. Donc, la science n'est pas forcément un critère qui permet de voir l'évolution d'une société. Claude Lévi-Strauss disait il n'y a pas de société primitive ou de société moderne, il y a des problèmes identiques qui sont solutionnés de façon différente. En tous les cas, on voit bien que l'animisme, qui considère que les choses inertes ou vivantes ont un esprit, sont animées au sens d'avoir une âme, ben c'est la meilleure façon de respecter l'environnement. Et puis, d'une certaine façon, ce que montre la physique théorique la plus raffinée, c'est qu'on envisage une sorte de conscience minimaliste dans la particule, dans l'atome, dans la lumière, et donc la conscience, même à l'état très, très subtil, existe dans la matière. Beaucoup de monde pense que le progrès scientifique et technique, c'est une bonne chose. Mais en réalité, peut-être plus qu'on avance, plus on s'éloigne à l'origine première. Ben oui, parce que le progrès technique finit par créer la pression, comme on dit dans le darwinisme évolutif, et puis c'est pas forcément au profit de l'individu. Bon, par exemple, on a une évolution matérielle, mais est-ce que cette évolution matérielle entraîne le bonheur? Alors, moi, j'ai modélisé alors une société, quand elle vit son âge d'or, l'évolution matérielle et l'évolution spirituelle sont deux spirales ascendantes qui vont dans la même direction. Alors, vous pouvez avoir l'inverse, hein, quand on est dans des périodes de chaos, c'est l'évolution matérielle et spirituelle sont des spirales descendantes.
Alors, vous avez des sociétés comme certaines sociétés en Asie, le Tibet, où l'évolution spirituelle est plus importante que l'évolution matérielle. Vous voyez, un Tibétain se pose la question, j'ai froid, donc je vais faire des exercices spirituels pour me réchauffer. Alors que l'homme moderne, entre guillemets occidental, lui, va créer des machines thermiques. Et puis, vous avez des sociétés où l'évolution matérielle, c'est plutôt les nôtres, est largement supérieure à l'évolution spirituelle. Donc, on a une spirale ascendante au niveau matériel et une spirale descendante qu'on pourrait qualifier d'involutive au niveau spirituel. Et tout l'enjeu de notre société, c'est d'équilibrer les deux aspects. Pour revenir au darwinisme, puisque ça sera le fil conducteur de notre entretien, vous avez ce qu'on appelle l'hypertélie, c'est-à-dire, là aussi, c'est des anomalies. Selon Darwin, l'évolution fait que les animaux sont de plus en plus adaptés à leur environnement, mais on a des animaux qui ont des serres, des bois énormes, qui sont presque un handicap pour l'animal. Donc, effectivement, une évolution matérielle créerait une sorte d'hypertélie matérielle, et ça se ferait au détriment de l'évolution spirituelle. Donc, moi, par exemple, quand je regarde mes grands-parents, je trouve qu'ils étaient moins stressés que nous, ils rigolaient plus, on estime qu'à l'époque, on rigolait au moins 3-4 minutes par jour, si ce n'est 5, alors que maintenant, les gens rigolent de moins en moins. Ils avaient plus de valeurs humaines, il y avait une cohésion sociale que les Allemands appellent le Gemeinschaftsgefühl, qu'on a perdu. Vous voyez, nos sociétés sont des sociétés où le lien social est de plus en plus ténu, alors que les communautés ont plus de liens entre eux, affectifs et autres. Voilà. Et est-ce que aussi, j'aimerais savoir votre avis, par exemple, les progressistes, les mondialistes, même les communistes, ils sont un peu tous basés sur les matérialistes, c'est-à-dire ils croient les progrès techniques ou comment dire, des matériels abondants pour créer un paradis sur Terre. Oui, on a dit que le communisme proposait un paradis sur Terre à partir du moment où la société évoluerait. Et donc, on est resté au stade socialiste, mais après, il fallait aller au stade communiste. Et enfin, le dernier stade, c'est le stade anarchiste. Hein, ça n'a rien à voir au désordre, mais c'est que chaque individu est responsable de lui-même et ne met pas en péril la société. C'est la plus haute forme de responsabilité d'un individu. Alors que, si vous voulez, la religion a proposé un paradis après la mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, l'uniformisation qui est souhaitée, puisque actuellement, la géopolitique se divise en deux. Il y a les nationalistes qui veulent maintenir la notion de nation et d'identité culturelle et maintenir en quelque sorte la biodiversité culturelle. Et puis, à l'opposé, vous avez les globalistes qui considèrent que l'État-nation doit disparaître. Alors, ils veulent avoir une vision uniforme. Et ce rêve, on le retrouve déjà dans Thomas More, hein, Utopia, qui propose une île où il y a 54 villes identiques, où effectivement les gens ne sont pas propriétaires. Vous voyez, c'est pas nouveau. Ils changent de maison tous les 10 ans. Ils ont l'obligation d'un service agricole et non pas militaire. Il n'y a plus d'argent. Voilà, on maintient quand même la famille puisque l'adultère est puni et s'il y a récidive d'adultère, il y a une peine de mort. Mais cette vision uniforme, elle ne tient pas la route. Alors, vous voyez, si on prend la physique, quand vous avez une source chaude et une source froide, au bout d'un certain temps, les deux sources deviennent tièdes et sont à la même température. On évolue d'une situation hétérogène à une situation hémogène au niveau thermique. C'est l'équité thermique et c'est la mort du système. Donc effectivement, si les globalistes triomphent, c'est la mort du système. On voit bien d'ailleurs en ex-URSS, les gens n'étaient pas motivés. Il faut une petite différence au niveau des salaires, etc., qui crée une émulation. Ça ne veut pas dire une énorme différence, mais une petite émulation. Et au bout d'un moment, la méritocratie qui faisait que c'est le communiste qui essayait d'uniformiser ou disons, quelqu'un de manuel était payé plus cher qu'un médecin. Donc, c'est aussi absurde que de proposer l'inverse. Ensuite, au nom de la biologie et de l'écologie, c'est une perte de biodiversité. Vous voyez, l'être humain, il a besoin de cette biodiversité. Si une forêt devient
extrêmement limitée au niveau de la biodiversité, elle va péricliter, elle va mourir. Et donc, quand on regarde l'évolution, on voit bien que c'est contraire à l'évolution, puisque l'évolution n'a fait que multiplier les espèces animales et végétales, hein. Là, ce qui nous est proposé, c'est une évolution rétrograde, puisque passer d'une biodiversité culturelle à une culture unique qui serait déployée comme l'envisageait Thomas More dans Utopia, bah, c'est ce qu'on appelle une évolution rétrograde, c'est-à-dire qu'on revient à l'envers. Et je crois qu'on est à l'envers de l'évolution. Donc, voilà, le transhumanisme ne tient pas compte des lois naturelles, et donc c'est ça qu'il faut reconquérir. Et en quelque sorte, la crise que nous vivons nous rappelle l'utilité de suivre les lois naturelles. Et parmi ces lois naturelles, il y a le maintien de la biodiversité, il y a le fait que les cultures sont comme les étoiles dans une galaxie. Chaque étoile est importante dans une galaxie. Et la mort d'une culture, bah, c'est la mort d'une étoile et la galaxie n'est pas du tout la même. Donc je pense que c'est ça qui nous est redonné en termes de réflexion à mettre dans nos vies. Et en ce sens, il faut se débarrasser. Donc, l'être moderne, entre guillemets, a toujours eu un sentiment, voire un complexe d'infériorité vis-à-vis de la nature, parce qu'il ne peut pas la dominer. Et les peuples traditionnels ont considéré qu'il y avait une autre façon de relationner avec le monde, c'est plutôt une relation de complémentarité, de coopérativité et de symbiose. C'est-à-dire qu'ils ont compris que la nature est plus forte que nous, elle a un recul que nous n'avons pas, et donc il faut composer avec elle. Donc effectivement, quand on prend quelque chose à la nature, on lui redonne, c'est le donner, le recevoir. L'être humain a plutôt prédaté la nature. Si vous regardez par exemple la Genèse dans la Bible, l'Ancien Testament, Noé met des couples d'animaux, il ne met pas des plantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'homme est considéré comme supérieur, c'est là le darwinisme, hein, à toutes les autres espèces, au point qu'il peut prédater la nature, dominer les animaux et en faire ce qu'il veut. On voit bien le sort des animaux avec l'homme moderne. Donc c'est deux visions différentes, et on voit bien qu'au bout de plusieurs années, bah, on voit bien les ravages de ces sociétés. Alors certes, les sociétés traditionnelles n'ont pas développé la science et la technique, mais est-ce que c'est pas volontaire? Parce qu'ils avaient peut-être compris qu'en développant ce que nous appelons la science et la technique, c'est ce qui ne les empêche pas d'être des remarquables artisans, hein. Ils ont aussi des objets techniques, mais ils ont développé la technicité à minima, parce que la technicité risque d'une part d'aliéner l'homme, ça c'est plutôt une vision marxiste, mais surtout de le déformer et de l'amener à perdre son humaine nature. Donc toute l'histoire de l'outil, c'est très bien compris par le philosophe français Henri Bergson, c'est-à-dire qu'avec l'outil, l'homo faber a une façon de réagir avec l'environnement qui a rétroagi sur son cerveau. Et donc l'homo faber a fait de lui un homo sapiens. Et à partir du moment où on utilise l'outil, c'est pas anodin, ça développe le cerveau. Mais à un moment donné, si on est dans une hypertélie du cerveau, est-ce que c'est un atout pour l'évolution? Vous voyez, c'est des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse, ou si on a des réponses, ça nous amène peut-être à freiner l'évolution scientifique et technique. Et tout à l'heure, justement, vous avez parlé de la société traditionnelle. Donc, j'aimerais vous, comment dire, citer une chose en Chine, c'est-à-dire la science de la Chine ancienne est vraiment très différente de la science occidentale moderne. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, nous, on vise directement, comment dire, le corps humain, la vie et l'univers. C'est-à-dire l'ensemble de la société, c'est l'ancien, c'est-à-dire l'ancienne Chine. C'est-à-dire l'ensemble de la société, on parle beaucoup de la purifier son esprit et harmoniser sa respiration. C'est dans l'état, l'ensemble de la société. Ah oui, tout à fait. Ben, c'est un sujet qui m'a passionné parce que j'ai donné des petites interviews pour des revues chinoises. Et par exemple, un Anglais, Joseph Needham, a beaucoup étudié la science, on va dire, traditionnelle de la Chine traditionnelle. Et donc, il y avait bien une science. Et on s'aperçoit, par exemple,
les Chinois n'ont pas du tout la même conception du monde. C'est-à-dire, ce qui intéressait un Chinois de la Chine traditionnelle, c'est la différence entre deux objets. C'est pas la standardisation. Donc, les Chinois ont inventé la boussole, ils ont inventé les feux d'artifice, ils ont une science, mais une science avec sagesse. C'est-à-dire que l'individu est une aiguille entre ciel et terre. Le taoïsme, qui rejoint beaucoup la physique quantique, si vous voulez, ça nous amènerait un peu loin pour le développer, mais la notion de vie, de Tao, ça rejoint vraiment la physique moderne. Et puis le confucianisme, c'est-à-dire ce sens communautaire, et cette respiration que l'homme doit avoir entre la vie des hommes ici-bas et puis le monde invisible. Vous voyez, c'est un monde invisible qui est pris en charge. D'ailleurs, dans les sociétés traditionnelles, il y a trois équilibres qui existent simultanément, l'équilibre de soi à soi, de soi aux autres, et de soi avec le cosmos et la nature. Et dans chacun de ces équilibres, on tend vers un équilibre, évidemment, ben vous avez une partie invisible. Donc, je l'ai dit dans un sens occidental, donc l'occidental se dit, si je suis bien avec moi-même, équilibre de soi à soi, je serai mieux avec les autres, équilibre de soi avec les autres, et je serai bien avec la nature, mais le cosmos, c'est pas forcément intégré. Vous voyez, on dit, c'était une fois de plus le biologiste Jean Rostand qui disait les astronomes, les seuls poètes rémunérés par l'État. Et puis, vous avez les sociétés traditionnelles qui considèrent que l'équilibre de soi avec la nature et le cosmos est plus important, c'est plutôt la Chine traditionnelle, puisque ça entraîne la mise en place de l'équilibre de soi aux autres et de soi à soi. Et donc, oui, tout à fait. Et on voit bien qu'à un moment donné, on avait même accusé les économistes après la mort de Mao Tse-tung, de la pensée traditionnelle, taoïste, confucianisme, d'avoir retardé le développement économique. Je pense que c'est pas un retard, c'est une économie qui devrait tenir compte de ces lois naturelles, de façon à avoir une économie qui soit au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'économie. D'accord. Donc, la société traditionnelle, ce que vous avez parlé, c'est vraiment un peu dans le même sens que la Chine ancienne. Oui, c'est ça, tout à fait. Ben, il y a eu un fonds commun. On s'aperçoit qu'on retrouve ce fonds commun en Égypte, on retrouve ce fonds commun dans les sociétés traditionnelles. Alors, il y a des points qu'on pourrait détailler si on avait un peu plus de temps, mais l'existence d'un monde invisible, le fait de s'harmoniser avec ce monde invisible, le fait que l'individu est considéré comme un tout, il fait partie d'un tout, c'est-à-dire c'est un individu dans une société, mais sur la planète et dans l'univers, et que le monde est un système fragile qu'il faut entretenir, voilà, et que on doit en permanence établir un équilibre entre la Terre et le ciel, entre le monde visible et le monde invisible. Et ça, c'est les points invariants qu'on trouve dans la plupart des sociétés traditionnelles. Donc, il y a des sociétés dites traditionnelles qui sont faites de petites communautés, puis après, il y a des civilisations traditionnelles. Donc, je considère que la Chine traditionnelle est proche de la philosophie de ces petites communautés. Et en tant que physicien, parce que vous êtes titulaire un doctorat en physique, est-ce que ce monde invisible, on peut le prouver? Le monde invisible, il existe, une onde est invisible. Voilà. Alors après, effectivement, il y a dans la physique quantique une interprétation, si vous voulez. Alors la physique quantique, elle est devenue très populaire, mais voilà. Avant une mesure, une particule peut être simultanément au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. On dit que la particule a la possibilité d'avoir des états superposés. Et puis, quand vous allez faire une mesure, il y a une position géographique qui va être sélectionnée, par exemple la position nord. Donc, deux interprétations de cette mesure. Déjà, on en déduit que mesurer, c'est perturber. Donc, ça rejoint à la Chine traditionnelle où, effectivement, on doit se purifier à l'intérieur parce que, voilà, on a une possibilité de perturber le monde si quelqu'un n'est pas purifié à l'intérieur. Donc, voilà. Et soit les États sud, est, ouest ont disparu, c'est l'interprétation dite de Copenhague, c'est l'interprétation qui avait été proposée par Niels Bohr, un des pères fondateurs de la physique quantique. Et puis, il y a un Américain qui s'appelle Hugh Everett qui, lui, considère que le même expérimentateur qui mesure dans notre univers la solution nord peut mesurer dans la solution sud la position sud, dans l'univers sud la solution sud, dans l'univers est la solution est et dans l'univers ouest la solution ouest. Alors, c'est une approche rigoureuse, théorique,
qui a été prise au sérieux par beaucoup de cosmologistes et qui laisse supposer, au moins théoriquement, qu'il existe des univers parallèles qu'on appelle des multivers et que le même expérimentateur se retrouve simultanément dans 4 univers parallèles. Donc, c'est une façon d'envisager ces univers invisibles. De même, vous avez en cosmologie des univers bulles, vous avez des milliards et des milliards d'univers bulles, et on est dans une des bulles parmi ces milliards univers. Ce que Shakespeare disait, on pourrait penser qu'on est le seul univers alors qu'on est une oie dans une coquille. Une coquille qui est accrochée à un arbre, un noisetier qui se retrouve sur une autre planète et dans un autre univers. Donc c'est un peu ça. Et je pense que les anciennes civilisations avaient saisi intuitivement ça, c'est-à-dire que nous sommes une toute petite partie de cet univers et notre devoir, c'est d'essayer le plus possible d'être en harmonie avec le cosmos, d'où la notion de purification, de règles sociales. La Chine traditionnelle avait compris qu'il fallait, pour qu'une société puisse fonctionner, le sens communautaire, c'est le confucianisme, respect des ancêtres et tout ce que le confucianisme entraîne. Et puis, il y avait besoin aussi d'avoir une spiritualité qui est proche de la matière. C'est le taoïsme, avec cette notion de vide qu'on a eu du mal à comprendre. D'ailleurs, les pères fondateurs de la physique quantique ont été surpris de voir à travers le taoïsme ou les philosophies de l'Inde la confirmation de ce qu'ils découvraient à travers le comportement de la matière. Et donc, c'est une façon intéressante de voir que ces sociétés, évidemment, il n'y a pas d'équation, mais avaient ressenti la matière et ont essayé de développer leur société en accord avec les lois matérielles sans écarter ces lois matérielles des lois spirituelles. Donc, quelle est votre compréhension sur le monde de la matière et du vivant? Je pense que déjà le monde de la matière et le monde du vivant forment une unité. Donc l'être est l'être humain est mi-classique avec des propriétés classiques et mi-quantique. Je crois que effectivement, ce que nous enseigne la physique quantique, c'est que le futur précède le présent. Donc, certains considèrent que l'évolution, vous voyez, c'est les critères de Rémi Chauvin, il faut plus la voir dans sa finalité que dans son développement. C'est-à-dire, il y avait déjà une certaine forme de finalité. Et donc, ça, c'est une propriété qu'on appelle l'intrication quantique. Deux particules qui ont été en contact, même si on les éloigne à des grandes distances, continuent à interagir l'une avec l'autre aussi fortement que lorsqu'elles étaient proches. Donc, contrairement à la physique classique, quand on éloigne deux objets qui interagissent par la gravitation, plus les objets sont éloignés, plus l'intensité avec laquelle ils interagissent, gravitationnellement parlant, diminue. Et puis, il y a une intrication temporelle, c'est-à-dire que le présent est intriqué avec le futur et le présent est intriqué avec le passé. Donc, le fait d'avoir cette intrication, c'est intéressant parce que quand on interroge une particule, généralement, elle n'aime pas être interrogée et elle change son passé. Vous voyez, c'est ce qui est curieux parce que dans la physique classique, il y a une flèche du temps qui est une droite unidirectionnelle et avec l'impossibilité au présent de changer le passé qui n'est plus. Une fois que le passé a été consommé, entre guillemets, on ne peut plus changer. Alors, physique quantique nous montre autre chose. Donc, par exemple, les astrophysiciens, quand ils essayent de comprendre le début de l'univers par le biais du Big Bang, même si on remet en cause ce Big Bang qui devient un mythe, ils prennent le risque de changer le passé de l'univers, comme si l'univers se dérobait aux yeux des scientifiques. Ça m'a fait comprendre que les sociétés traditionnelles ont toujours le respect des ancêtres. Vous voyez, par exemple, en Afrique, on ne prend pas une décision sans demander aux ancêtres. Le confucianisme était une façon d'entériner le respect des ancêtres vivants, mais aussi morts. Vous voyez ? Et donc, c'est une intrication temporelle entre le présent et le passé, de façon à ce que le présent, guidé par le passé, puisse proposer à la société le meilleur des futurs, c'est-à-dire un futur en harmonie avec le passé de la Terre. Vous voyez, ce que les transhumanistes essayent de faire arriver sur Terre, c'est une bifurcation où le futur n'est plus en harmonie avec le passé de la Terre. Presque le passé de la Terre devient obsolète par rapport à leur projet, comme si ils avaient un projet de devenir des démiurges, comme on disait en grec, en Grèce antique, c'est-à-dire de devenir des dieux et prendre le relais de l'évolution, devenir
force évolutive et directive qui propose à la petite planète Terre la meilleure des solutions futures ou le meilleur des futurs possibles. Or, ça, c'est difficile à croire, hein, puisque l'homme, par définition, est limité. Il a une toute petite fenêtre de compréhension. Et donc, c'est un peu l'ego que cette société nous amène à remettre en cause avec notre science triomphante. Bah, on n'a pas été capable d'entretenir une vie harmonieuse pour les citoyens et pour la planète dans son ensemble. On peut le prouver que le temps coexistait, le passé et le futur, il y a un lien entre Oui. il y a une continuité. Il y a une continuité, c'est-à-dire que passé, présent, futur ne sont pas trois polarités temporelles séparées, et elles agissent en synergie, c'est-à-dire le futur précède le présent est toujours en lien avec le passé peut rétroagir avec le présent, et donc c'est un petit peu révolutionnaire parce que ça nous sort de la conception du temps issue de la physique classique. C'est Newton qui a imposé cette flèche du temps, et cette flèche du temps a été capitale pour développer ce qu'on appelle en physique le calcul différentiel et intégral, qui est l'outil de base du physicien, qui suppose une continuité du temps. Donc après, moi j'ai travaillé sur le temps, je considère qu'il n'y a pas un temps mais des temps, et vous voyez, les créationnistes, on l'a vite balayé cette théorie, mais si le futur avait créé toutes les espèces à l'état potentiel, et que les unes après les autres, ces espèces se soient actualisées. Évidemment, ici-bas, on verrait des espèces qui s'enchaînent selon la vision darwinienne les unes après les autres, mais est-ce qu'elles n'étaient pas déjà créées à l'état potentiel? Vous voyez, c'est des tas de questions qu'on peut se poser quand on change la conception du temps. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en changeant ma conception du temps issue d'un modèle théorique, j'ai interrogé à nouveau la physique. Donc, j'ai levé des paradoxes de la physique quantique, j'ai développé d'autres modèles de cosmologie, j'ai interrogé la biologie, et donc j'ai pu voir d'autres conceptions de l'évolution, de la maladie et autres. J'ai interrogé l'anthropologie, ce qui m'a permis de réhabiliter les sociétés traditionnelles où ces membres de ces sociétés traditionnelles sont plus les ambassadeurs d'un monde à venir que les gardiens d'un passé qui n'est plus. Et donc, ils ont, comme on le fait nous, vous avez des gens qui utilisent, sans trop savoir dans les détails de la physique quantique, mais ils utilisent la logique quantique. Donc, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait deux types de sociétés ou de civilisations traditionnelles. Celles qui utilisent une logique qui est beaucoup plus proche de la physique de l'infiniment petit, donc des physiciens quantiques, et puis des sociétés, par exemple la société européenne, qui sont beaucoup plus proches d'une logique issue de la physique classique. Et donc, effectivement, la façon de concevoir l'avenir, le lien avec les ancêtres, la nécessité de comprendre que, par exemple, en physique quantique, quand je fais une mesure, j'interagis comme en physique classique par mes instruments, mais j'interagis également parce que je suis à l'intérieur de moi, par ma conscience. Et donc, contrairement à la physique classique, l'intérieur du physicien joue un rôle à tel point qu'il devient un participant. Et suivant son état intérieur, il ne va pas sélectionner le même futur potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça explique la nécessité dans une société d'avoir une purification intérieure pour que l'individu soit le plus purifié possible, donc harmoniser la société et en phase avec le monde invisible qui est toujours présent. Et dans les sociétés traditionnelles, le monde invisible est la vraie cause de ce que nous vivons ici. Nous sommes dans l'effet d'une cause que nous ne voyons pas. Et ça, les sociétés traditionnelles l'ont compris avec le Tao, par exemple, dont la définition est incompréhensible si on essaye de comprendre la logique du Tao avec la logique classique. Et tout à l'heure, vous avez cité Newton. Newton, en fait, il est un grand scientifique, mais il est aussi un grand théologien. C'est-à-dire, il a, on peut dire, 80% de son manuscrit non publié concernant les alchimie et le apocalypse. Oui, il a été un spécialiste de l'apocalypse, il a développé une théorie. Oui, Newton était intéressé par comprendre tout ce qui pouvait l'éclairer sur la façon dont Dieu avait créé le monde. Et donc, il avait créé ce concept de sensorium Dei, les sens de Dieu.
Donc, il a fait de la physique et des mathématiques, c'est à peu près 20% de son œuvre. Il a été un des plus grands théologiens de son temps. Il a étudié un texte comme l'Apocalypse de Saint Jean. Il s'est intéressé à l'alchimie. Alors, c'est intéressant parce qu'on dit souvent que le génie de Newton a été limité du fait qu'il s'est intéressé à d'autres disciplines. Il aurait mieux fait de consacrer 100% de son activité à la science plutôt que d'avoir 20% consacré à la science et 80% consacré à d'autres disciplines telles l'alchimie qui était en vogue à l'époque. Quand il fait de l'alchimie, il constate une chose toute simple, quand on mélange deux liquides, soit les liquides ont de l'affinité, c'est ce qui se passe quand vous mélangez de l'eau et de l'alcool, ou bien si vous mélangez de l'eau à l'huile, les liquides ne se mélangent pas. Donc il en déduit tout logiquement qu'il y a des forces attractives qui font que l'eau et l'huile peuvent établir les molécules d'eau et d'huile peuvent interagir entre elles. Alors Newton avait émis l'hypothèse de l'existence atomique. Il avait repris l'hypothèse des philosophes grecs qu'on appelle les atomistes. Donc il croyait à l'existence de l'atome, même si on n'avait pas de preuves. Et puis il s'est dit, il y a deux forces, des forces attractives et des forces répulsives. Donc, dans son programme scientifique, il a d'abord étudié les forces attractives avec cette fameuse scène où une pomme tombe d'un arbre, alors qu'il avait dû, c'est amusant parce qu'il y a eu une épidémie de peste à Londres, il a dû se réfugier dans sa maison familiale à Woolstrop, et c'est là où il a développé toutes ces idées qui concernent la physique. Donc avec cette loi qui est au départ la loi de la gravitation, il en déduit la façon dont les planètes tournent autour du Soleil et il va étendre sa loi d'attraction à la loi d'attraction universelle. Alors, ça permet de justifier ce que Galilée avait vu, mais il ne l'avait pas prouvé, la Terre tourne et pourtant elle tourne. Et puis, il a consacré 20% de son temps à caractériser cette force attractive, mais il n'a pas eu le temps de s'intéresser à la force répulsive. Et la force répulsive, il l'avait vue dans ses travaux alchimiques. Alors, l'économiste John Maynard Keynes a résumé la situation en disant il avait acheté ce qu'on a appelé la malle de Newton. Donc, c'était des documents écrits en latin que la famille de Newton avait vendus. Et donc, il avait acheté cette malle de Newton, il a lu ses manuscrits en latin, et il a dit on croyait avoir affaire au premier des rationalistes, alors qu'on avait affaire, en fin de compte, au dernier des magiciens. C'est une phrase qui est restée, parce que, effectivement, les 80% de travail qui ne concernait pas la physique et les mathématiques, occultes, ésotériques, on a considéré que c'était le côté magique de Newton, et les 20%, c'est le côté sérieux. Alors, Newton a innové, donc l'alchimie, on ne mentionnait pas les auteurs qui faisaient les expériences alchimiques, il a imposé les références, la bibliographie, ce qui, d'une certaine façon, a amené à presque la disparition de l'alchimie, qui a perdu son côté initiatique et secret. Et puis Newton a gardé toute sa vie, bien que c'était un homme pas commode, il a fait pendre des gens parce que ses compétences en chimie lui avaient permis de détecter les fausses monnaies et de faire pendre les faux monnayeurs. Puis il y a eu cette polémique avec Leibniz sur qui est à l'origine du calcul différentiel et intégral. Et quand Leibniz est mort, il s'est réjoui de la mort de son plus grand ennemi. Il a résumé un peu sa vie en disant que je ne sais pas comment le monde me voit, dit-il, mais j'ai l'impression de n'avoir été qu'un enfant, jouant sur la plage, m'émerveillant d'un coquillage plus poli que d'ordinaire ou d'un coquillage plus joli que d'ordinaire, tandis que le vaste océan de connaissances s'étendait devant moi, inexploré. Vous voyez, il a gardé ce caractère enfantin, cette curiosité tenace qu'il a eue jusqu'à la fin de sa vie, mais je dirais qu'il a eu une vie intellectuelle qui n'était pas toujours associée à une vie sociale grande. Son esprit scientifique était plus grand que sa dimension humaine. Voilà. Oui. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les personnes qui croient au darwinisme et qui croient que la théologie est une superstition? La spiritualité, ça ne se prouve pas, ça s'éprouve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans l'éprouvé que vous rapprochez du divin. Donc, c'est difficile de convaincre quelqu'un qui n'est pas spirituel parce qu'il n'a pas l'éprouvé.
On ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais on ne peut pas non plus prouver qu'il n'existe pas. Voilà, il y a eu des tas de tentatives, hein, et quand on regarde, des scientifiques de haut niveau ont été animés d'un esprit spirituel, ils croyaient. Ça a été le cas du mathématicien Euler, c'est le cas de Albert Einstein, etc. Ce qu'on constate, alors là aussi, après, c'est l'éprouver ou pas, c'est que les constantes fondamentales de la physique, la matière, ont été réglées. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Il existe un principe anthropique faible qui est dû à Brandon Carter et qu'on qualifie de faible, et un principe anthropique fort qui est dû à Freeman Dyson. Alors, dans les deux cas, on considère que les constantes qui caractérisent les forces, alors vous savez que les forces sont des constantes, et puis dans la physique théorique, il y a des constantes, la vitesse de la lumière, la constante de Planck, qui caractérise les phénomènes quantiques, la constante de Boltzmann, il y en a une vingtaine. Elles sont réglées pour que la conscience émerge ou la vie émerge. Et donc Freeman Dyson disait, quelque part, les forces de l'univers attendaient que l'homme émerge. Donc on a l'impression que ce n'est pas lié au hasard. Il y a une sorte de guidance, un voile de guide très subtil qui guide l'évolution comme elle guide l'univers. Et beaucoup de gens sont gênés par cette guidance parce qu'ils mettent en avant le hasard, mais le hasard ne peut pas expliquer. Vous voyez, une simple protéine qui est faite d'une centaine d'acides aminés, la probabilité pour que ces acides aminés soient enchaînés dans un ordre bien précis, il y en a 20, 1 à la puissance 20, à la puissance 100. Ça fait des probabilités considérables. Donc, pour une protéine, donc l'ensemble du vivant nécessiterait, si le hasard avait été le seul fil conducteur, un temps beaucoup plus grand que le temps qui a été nécessaire pour que la vie émerge. C'est ce que disait Marcel Paul Schustenberger, un informaticien, un mathématicien, un médecin et biologiste. Il disait qu'il y a une espèce d'information qui guide. Le terme utilisé par Jacques Monod, c'est téléonomie, c'est-à-dire un hasard dirigé ou orienté. Mais s'il est orienté, il n'est pas dirigé. Donc, toute personne qui s'occupe de l'évolution est confrontée à cette difficulté. Est-ce que c'est uniquement le hasard? Mais alors, pourquoi on a une espèce de plan de construction? Ou au contraire, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et peut-être que dans cette crise, il y a quelque chose qui nous dépasse et que, vous savez, pour abandonner un monde, on dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, mais changer de société radicalement pour peut-être aller vers le grand réveil, ça nécessite un nettoyage. Et en ce sens, on est amené à confronter nos peurs intérieures, nos émotions et essayer de se déployer. Et peut-être que ça nous amène à remettre du spirituel dans notre vie, chose qu'on avait du mal à faire puisqu'on était embourbé dans l'approche matérialiste. Ok, merci beaucoup Philippe.